protéger la mer de Corée contre la Corée du Nord. Nous devons montrer notre implacable volonté. La tension actuelle risque de provoquer la guerre dans la péninsule coréenne. Une guerre qui s'étendra dans toute l'Asie, puis dans le monde entier. Notre mission, c'est une réponse rapide et foudroyante contre une attaque de la Corée du Nord. S'ils osent attaquer, on les enverra dans leur tombe. C'est la dernière frontière de la guerre froide. Une ligne de front où l'on se fait face depuis 1953, depuis la partition des deux Corées. Depuis 2008, la tension n'a jamais été aussi importante, depuis que la mauvaise santé de Kim Jong-il fait vaciller la dictature de Pyongyang. Dans les coulisses du régime le plus fermé de la planète, la guerre de succession fait rage. On se bat pour le contrôle de son armée gigantesque. Nous allons à la catastrophe à cause d'actions concertées contre notre République. Nous sommes confrontés à l'intransigeance. Nous sommes au bord de la guerre. Au début de l'année 2010, une torpille nord-coréenne coule un destroyer du Sud. 46 marins trouvent la mort. Depuis, on a massé des centaines de milliers d'hommes et de machines sur terre comme sur mer, et on attend fébrilement le moindre signe du dictateur. À Pyongyang, il tente d'imposer un de ses fils comme héritier. Une bataille de succession qui peut déraper et entraîner la guerre dans toute l'Asie. Nous sommes à la fin de l'été 2010, dans le nord de la Chine, une région autrefois coréenne. C'est ici que Kim Jong-il a entrepris ce qui sera certainement son dernier voyage. Les officiels chinois le promènent d'usine en exploitation agricole. Le dictateur semble fatigué. Il a parfois du mal à se déplacer. Il a eu une, peut-être deux attaques cérébrales en août 2008. Sa santé est depuis clairement affectée. Tout le monde observe la moindre photo de lui qui est publiée pour savoir si c'est le côté gauche de son cerveau qui a été atteint. Il est diabétique, il a d'autres problèmes de santé. Donc, si on se réfère au tableau statistique des assurances, il en a pour 5 ans au mieux. Donc, au-delà des inquiétudes, de la nervosité, des craintes qu'inspirent les intentions nord-coréennes, vous avez maintenant en plus cette incertitude sur la façon dont la succession va se dérouler. Si le pouvoir va être transmis avec succès à son plus jeune fils, Kim Jong-un, ou bien si cette succession va être contestée. Alors ce voyage a un but, un seul, venir se recueillir dans les pas de son père, qui fut ici un jeune écolier dans la ville de Jilin. Kim Il-sung, dieu vivant de la Corée du Nord, créateur du pays. Il a pris le pouvoir à la fin de la Seconde Guerre mondiale et il a bâti pendant 40 ans un régime unique en son genre. Il est le seul dictateur communiste au monde à avoir transmis le pouvoir à son fils Kim Jong-il. Un fils qui aujourd'hui sait que ses jours sont comptés et qu'il doit à son tour réussir à transmettre son pouvoir. Pendant ce voyage en Chine, il est accompagné de son plus jeune fils, Kim Jong-un, un visage anonyme parmi les officiels autour de lui. Il le prépare à sa succession, comme son père avant lui.
One really cannot consider Je pense qu'on ne peut pas considérer la personnalité de Kim Jong-il, ce leader unique, sans la placer dans le contexte du charisme de son père, Kim Il-sung. Kim Il-sung, un homme à l'aura gigantesque, à la dimension quasi divine. Il était le père de sa nation. Il était un chef de guerre. Il a créé l'idéologie de la Corée du Nord, le Juche, l'autosuffisance. Kim Jong-il, lui, n'est rien de tout cela. Je vois sa vie comme étant tout entière définie par cela, vivre dans l'ombre de son père. Pour réussir à imposer une dynastie héréditaire en Corée du Nord, Kim Jong-il a bâti une incroyable légende, celle d'une famille quasi divine dont il parvient à concentrer les pouvoirs. Un mensonge qui commence dès la naissance. Kim Jong-il, le guide de Corée. Le mont Pengdu, la montagne qui brille au firmament de la révolution coréenne, qui raconte la grande histoire de la direction de la Corée du Nord par Kim Jong-il, président de la Commission nationale de défense de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée nord-coréenne. Dans ce film de propagande, on explique que le cher leader est né au mont Pengdu, montagne sacrée pour les Coréens, le 16 février 1942. Une étoile serait apparue ainsi qu'un double arc-en-ciel pour célébrer son avènement. En fait, le jeune Kim Jong-il était né un an plus tôt dans un camp de réfugiés coréens en Union soviétique où son père était protégé et entraîné à la guérilla. Kim Jong-il entretient aujourd'hui encore cette connexion avec cette montagne sacrée. Son riz est cultivé là-bas et chaque grain de riz est inspecté afin de s'assurer qu'il soit parfait. Son eau vient également d'une source sur le mont Pengdu, donc c'est important pour lui. Mais en fait, c'est totalement fabriqué. En 1945, le jeune Kim a 3 ans. Il rejoint Pyongyang avec ses parents. Il est logé dans une grande maison attribuée à son père qui est en train d'imposer son pouvoir sur le pays. À côté de cette maison, il y a un étang où il joue souvent avec son jeune frère, Kim Chora. On a le témoignage de 2 proches aujourd'hui réfugiés. Kim Jong-il et son frère étaient en train de nager ensemble et il y a eu un accident. Son jeune frère s'est noyé. En fait, ces témoignages disent que Kim Jong-il s'amusait à garder la tête de son frère sous l'eau. Un des réfugiés le décrit avec un sourire. Si c'est le cas, c'est un lourd fardeau psychologique. L'année suivante, le jeune garçon va vivre un autre drame. Alors que son père a pris le pouvoir à Pyongyang, sa mère disparaît en donnant naissance à un bébé mort-né. Kim Jong-il n'a que 7 ans. Il n'a pas eu de vraie mère. Donc, personne qui s'est vraiment occupé de lui. C'est comme ça qu'il a grandi, sans contrôle, sans qu'on lui mette de limites. C'est l'âge du début des études. Kim Jong-il entre à l'école des enfants de cadres du parti, puis à l'université de Pyongyang, qui porte déjà le nom de son père. C'est le début de la légende. L'université Kim Il-sung conserve religieusement les reliques de son passage. Alors que son père tire sa légitimité de son rôle dans la guérilla, Kim Jong-il trouve ici son propre credo. Face à des enseignants qui n'osent pas critiquer le fils du grand leader, il devient le génie universel. Un génie qui va très vite s'approcher du pouvoir.
Son curriculum est assez impressionnant. C'est un virtuose du piano et du violon. Et par ailleurs, au golf, il est réputé faire au moins 3 ou 4 trous en 1 à chaque parcours. Il battrait très facilement Tiger Woods. Tout à son propos est ainsi modifié de façon assez ridicule. Son tout premier poste officiel, c'était comme ministre de la propagande, responsable des relations publiques de son père. Alors il n'a pas seulement créé la personnalisation divine de son père, il a aussi orchestré la campagne qui le montre comme le fils de son père. Un père transmettant son aura charismatique à son fils. Est-ce qu'il y croit? Je pense que quand il mettait en scène sa légende, il savait que c'était exagéré. Mais à force de le répéter suffisamment, c'est devenu, à mon sens, une part de sa propre réalité. Pas seulement pour son peuple, mais aussi pour lui-même. Kim Jong-il a une vingtaine d'années. On va le voir désormais en permanence dans le sillage de son père. Il perfectionne le système de propagande en ne laissant rien au hasard. Après la naissance, les premiers mots que j'ai appris, c'était « papa » et « maman ». Mais j'ai aussi appris à dire « merci, cher leader ». C'est la première phrase qu'on sait dire. Quoi qu'on fasse dans la journée, quand on mange, on doit dire « merci, cher leader ». Et partout dans les maisons, dans l'endroit le plus prestigieux des habitations, il y a un portrait des leaders, Kim Jong-il et Kim Il-sung. C'est mon premier souvenir d'enfant. C'est pareil dans tous les lieux publics, leur portrait est partout. C'est ce que l'on nous apprend en permanence. Nous avons cette éducation qui nous dit que Kim Jong-il est un être parfait. Il est tellement intelligent. C'est un humaniste. En fait, c'est un saint. Un être qui n'a aucun défaut. C'est ce qu'on apprend quand on est petit. Parmi les instruments de propagande, le jeune Kim Jong-il se découvre une passion dévorante, le cinéma. Il a d'abord commencé par s'occuper de la censure. Puis il s'est mis à écrire ses propres scénarios, souvent des histoires de jeunes filles qui destinent leurs sentiments à la patrie. Enfin, il s'est invité au tournage, dirigeant l'équipe technique et les acteurs et les actrices. À la fin des années 70, il déborde d'ambition pour le cinéma nord-coréen, mais n'est pas toujours satisfait avec les artistes sous sa direction. Il constitue alors un commando qui enlève l'une des plus grandes stars sud-coréennes et son mari, réalisateur de cinéma. Une star désormais prisonnière dans les studios de Pyongyang. Pourquoi il nous a kidnappés? On se le demandait. En fait, tout simplement parce qu'il était fan de notre travail. Il le connaissait, il le regardait. Il avait toute la collection de nos films. Et d'ailleurs, pas seulement de nos films. Il a aussi une énorme collection de films étrangers, des dizaines de milliers.